Marie-Antoinette et Louis XVI perdront leur deuxième enfant, Louis-Joseph Xavier, âgé de presque 8 ans. Il faut continuer, madame. À l'Opéra Royal de Versailles, un banquet est offert au régiment des Flandres nouvellement arrivé. L'apprenant, les Parisiens pauvres s'en irritent, car eux-mêmes manquent de pain en raison de l'insécurité qui rend difficile l'acheminement des grains. Le dimanche 4 octobre, une foule nombreuse se réunit dans les jardins du Palais Royal. Débute par un rassemblement sur la place de la Grève devant l'Hôtel de Ville de Paris pour interpeller la Commune de Paris notamment sur une disette de pain qui touche la capitale. Malgré la pluie, les Parisiens ou plutôt les Parisiennes, un cortège de 7000 ou 8000 femmes en direction de Versailles. On crie « À Versailles !» ou encore « Du pain !» Chacun brandit une arme improvisée, fourche ou pique. À la mi-journée, le cortège arrive devant les grilles du palais cependant qu'un autre quitte à son tour la capitale. Parmi elles des hommes déguisés en femmes sont sur le pied de guerre afin de marcher sur Versailles pour empêcher le roi de s'enfuir à Metz comme le bruit commençait à se répandre depuis l'arrivée du régiment des Flandres. Elles sont conduites par le clerc huissier Maillard, l'un des vainqueurs de la Bastille. La route est longue de Paris à Versailles, il s'agit d'une marche exaltée irraisonnée qui mêle mères de famille, les épouses à des mégères qui aiguisent leurs couteaux sur les bornes de la route en menaçant la vie de la reine à laquelle on attribue les débordements du banquet des gardes du corps, d'être défavorable à la Révolution et de mal conseiller le roi. Par moquerie, elles comparent la famille royale à des boulangers. En plus du roi, elles viennent réclamer du pain. Les premières femmes arrivent à Versailles en fin d'après-midi, l'Assemblée est envahie et une délégation de femmes est aussitôt accueillie dans la salle des séances où elles siègent parmi les députés. Le roi n'est pas au château, car il chasse dans les bois de Versailles, non loin de la porte de Châtillon. Il vient d'inscrire 74 pièces à son tableau de chasse, lorsqu'un message accourt, Monsieur de Cubières. Louis XVI lui ordonne d'aller prévenir la reine, puis sans attendre sa voiture, descend à bride rabattu les pentes de Meudon. Le comte des Aix rapporte, étonné de la rapidité de sa course, elles le laissèrent passer. Marie-Antoinette Metz entendue, après avoir déjeuné, est au hameau de son cher Trianon, elle étudie la santé d'un mouton, à nourrir les canards, puis les poissons chinois du petit étang avant de déplorer que le ruisseau perdit son eau. Elle se repose à sa grotte, assise sur le banc de mousse un livre à la main, lorsque Monsieur Cubières arrive à elle pour la prévenir de revenir au château. Au château la panique monte, les ministres supplient le roi de se réfugier à Rambouillet avec sa famille, il refuse. Marie-Antoinette déclare alors « Je sais qu'on vient à Paris pour me demander ma tête, mais j'ai appris de ma mère à ne pas craindre la mort et je l'attendrai avec fermeté. » La foule investit la cité royale, des femmes envahissent l'assemblée, d'autres tentent de se loger dans les auberges, mais la plupart des émeutiers s'installent sur la place d'Armes pour y passer la nuit. Madame de Tourzel, la reine me fit dire à 2 heures du matin qu'elle allait se coucher et qu'elle me conseillait d'en faire autant. Tout le monde décide d'aller se coucher, le château s'assoupit pour quelques heures. Marie-Antoinette dort, mais le bruit que font les gens sous ses fenêtres la réveille. Elle sonne, Madame Nolveuve Thiébaut, sa première femme de chambre, et demanda ce qu'il se passe. Madame Thibaut répond, que ce sont là des femmes de Paris qui n'ont dû trouver à se coucher, Marie-Antoinette cherche à se rendormir. L'horloge de la chambre de la reine égrène les notes frêles et délicates d'Il pleut bergère. Par un signalement convenu, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes se rassemblent en rang serré menaçant la foule, s'approchant du château et un groupe s'engouffre dans la cour par la grille de la chapelle restée mystérieusement ouverte. Les gardes du corps sont débordés, la meute se dirige alors vers les appartements de la reine en hurlant, on dit que le duc d'Orléans faisait partie de la foule pour leur indiquer le chemin. En envahissant le palais, ils désarment les 2 Suisses avant de monter l'escalier de marbre, dit escalier de la reine. Ils entrent dans la grande salle des gardes du corps, aujourd'hui, la salle du sacre, puis dans la salle des gardes de la reine, pendant que les soldats qui se trouvent dans la première pièce se replient dans l'antichambre donnant accès à l'aile du midi.
L'un des gardes, François Miomandre de Sainte-Marie, court jusqu'à la première antichambre, « Sauvez la reine, on en veut à ses jours !» A-t-il juste le temps de s'écrier avant de s'effondrer sous les coups des assaillants? Les assassins n'ont plus que 2 pièces à traverser pour atteindre la chambre de la reine, la salle des gardes et le salon où l'on dresse habituellement le grand couvert, celui de la reine. Les femmes de la suite de la reine, mesdames de Jarget, Thiébaut et Auguier, la sœur de madame Campan, qui ont veillé toute la nuit, ferment à double tour les portes de la salle des gardes et des 2 antichambres, avant de réveiller la reine qu'elles arrachent à demi vêtue. Madame Thiébaut lui passe une jupe et elle se trouve dans l'appartement du roi en tenue du matin très modeste. Elle se changera pour partir vers Paris, et lui font emprunter, en toute hâte, le passage secret à la tête du lit de sa chambre officielle qui conduit chez le roi. Elle arrivera donc par la porte centrale jusqu'au salon de l'Œil de Bœuf, salon qu'elle doit traverser pour atteindre la chambre du roi, mais la porte est fermée. Il faut donc à la reine et ses femmes attendre quelques minutes terribles avant qu'un domestique, Louis-Antoine Marquand, garçon de garde-robe, ne les entende frapper. Il fut étonné de voir que la reine ne soit que très peu vêtue, se dérobant au cou des assassins. Lorsque la reine est enfin sauvée, un autre problème est là. Le roi n'est pas présent car il a emprunté le passage du roi pour aller secourir son épouse. Les émeutiers s'arrêtent à la porte de la chambre de la reine, quelqu'un leur ayant dit que la reine n'était plus chez elle. C'est à ce moment qu'ils se précipitent dans l'autre sens, vers l'appartement du roi, pour essayer de la récupérer à la sortie. Étant rentré dans la chambre, le roi n'y trouve que des gardes du corps qui lui disent que la reine est déjà partie. Au moment où la reine arrive enfin chez son mari après avoir bien failli être assassinée, Madame de Tourzel amène d'urgence le petit dauphin de 4 ans accompagné du garde du corps attaché à sa personne, Monsieur de Saint-Aulaire. La gouvernante n'a eu que le temps d'avertir la jeune princesse. Marie-Antoinette, ne voyant pas sa fille, repart par des couloirs et des escaliers dérobés communiquant entre les appartements du roi, et de la reine et de leurs enfants. Découvrant au passage, les filles de Madame de Tourzel cloîtrées dans leur appartement de leur mère, dans un entresol communiquant avec celui de la reine. Marie-Antoinette les prévient de se rendre aussitôt chez le roi et y ramène enfin Marie-Thérèse. Toute la famille royale finit enfin par se retrouver dans la chambre de parade du roi qui donne sur la cour de marbre envahie par le peuple. Monsieur de Saint-Aulaire, chef de brigade des gardes du corps, entra dans la chambre du dauphin et avertit que le château était investi. Madame de Tourzel se leva immédiatement et porta le prince chez le roi qui était alors avec la reine. Marie-Antoinette avait prescrit en se couchant, qu'en cas de trouble, les enfants soient conduits non pas chez elle mais chez le roi. Les membres de la famille royale et les ministres arrivent, les uns après les autres, chez le roi, escortés par des gardes parisiens. Monsieur paraît d'abord, paré poudré, revêtu de toutes ses décorations, l'air fort calme. Madame de la Tour du Pin parle, elle aussi des journées d'octobre dans ses mémoires. Les fenêtres des appartements de mesdames, situés au rez-de-chaussée, avaient été brisées et les émeutiers étaient arrivés jusqu'au appartement du ministre de la Guerre. Madame Élisabeth arrive, protégée par un détachement de grenadiers. Le bruit m'a réveillée, dit-elle à la reine, j'ai dormi jusqu'à 7h30, que l'on m'a dit que le roi me demandait. Necker portait un bel habit brodé. Le duc d'Orléans se montre le dernier, mais personne ne lui adresse la parole. Mais alors que les bandits sont refoulés de l'Œil de Bœuf, une scène horrible se déroule dans la cour. Un homme à longue barbe vêtu d'un costume d'esclave antique et ayant appris à Surtil le métier de bourreau au Maroc décapite messieurs des Huttes et de Varicourt, distribue leurs vêtements et asperge la foule de leur sang. Il fera préparer leur tête pour qu'elles soient fichées sur des pics. Lafayette, informé des événements, arrive en fin de soirée à la tête de 20 000 hommes de la garde nationale. Il rétablit un semblant d'ordre, et va se coucher. Il fallut le réveiller. Son inaction lui vaut le surnom de « Général Morphée », et il conseille au roi de se présenter au balcon. Sans hésiter, alors que quelques balles viennent encore de frapper. Louis XVI fait ouvrir les fenêtres et se montre. Il est acclamé mais perçoit des cris. « À Paris! À Paris !» La consigne semble venir de Marat qui fait partie de la foule. Le roi est contraint d'accepter et il rentre. On perçoit le duc d'Orléans, en frac gris cocarde tricolore au chapeau. Il se promène sur la place d'Armes en compagnie de son ami le duc de Lauzun, devenu depuis peu duc de Biron mais resté un des héros d'Amérique. Soudain une clameur s'écrie. La reine au balcon. La rumeur de sa fuite envahit le peuple. Marie-Antoinette prend le dauphin dans ses bras et sa fille par la main, et majestueuse, elle s'avance devant l'adversité, mais un cri jaillit, point d'enfant.
D'un geste, elle repousse Louis-Charles et Marie-Thérèse. On la tire vers l'intérieur, Lafayette qu'elle n'aime pas et ses réciproques osent la questionner. « Quelle est l'intention de votre majesté ?» Ce à quoi elle répond. « Je sais le sort qui m'attend, mais mon devoir est de mourir aux pieds du roi, et dans les bras de mes enfants. » Il répondra. « Eh bien, madame venez avec moi. » Et sa réponse fut. « Dussé-je aller au supplice ? J'y vais. » Elle voit se braquer les fusils. Imperturbable, elle plonge en faisant une révérence dont elle a le secret. La fille des Césars se retrouve sur la scène que forme le balcon avec Gilles César qui apostrophe la foule. La reine reconnaît qu'elle a été trompée, mais déclare qu'elle ne le sera plus, qu'elle aimera son peuple et lui sera attachée comme Jésus-Christ à son Église. À Madame Necker, elle confie. Ils vont nous forcer, le roi et moi, à nous rendre à Paris avec la tête de nos gardes du corps portée au bout de leur pique. À nouveau les hurlements s'élèvent. À Paris. À Paris. Louis XVI se montre au peuple, l'apaise de la main et d'une voix ferme. Mes amis, j'irai à Paris avec ma femme et mes enfants, c'est à l'amour de mes bons et fidèles sujets que je me confie ce que j'ai de plus précieux. On applaudit et on tire des coups de canon ayant promis de retourner à Paris, le temps que l'on prépare les malles, la famille royale est mise à l'abri, loin du brouhaha et des insultes, dans la salle à manger des retours de chasse. Lafayette donne les ordres pour le départ du roi, trop anéanti pour prendre lui-même la moindre initiative. Les gardes nationaux sont en tête, des miches de pain enferrées sur leurs baïonnettes. Puis suivent d'autres porteurs de piques et la cohue de femmes montées sur des chevaux de trait, juchés sur des charrettes. Chevauchant vaille que vaille des canons. Les fardiers emplis de sacs de farine et de blé, accordés, la veille, sur ordre du roi. De nouveau des gardes nationaux encadrent des gardes du corps des armées. Puis le régiment de Flandre et quelques Suisses. Lafayette chevauche à la portière de la reine. Dans l'immense carrosse, avec Louis XVI et Marie-Antoinette, le dauphin, Madame Royale, les Provences, Madame Élisabeth et la marquise de Tourzel, gouvernante des enfants de France. La voiture des souverains avance lentement, précédée de la tête des gardes du corps fichés sur des piques. Les émeutiers chantent à tue-tête en désignant ceux qu'ils étaient venus chercher comme le boulanger, la boulangère et le petit mitron, suivent, dans les voitures de la cour, les ministres et 100 députés et après ces messieurs, la foule. Durant l'infernal cortège qui dura 6 heures, 300 femmes arborent des cocardes à la nation offertes par la reine et Madame Adélaïde en gage dérisoire de leurs bonnes intentions. Au bout des 6 heures de marche épuisante, le convoi atteint les portes de la capitale. Bailly accueille l'étonnant cortège, prononçant une allocution de bienvenue. C'est un beau jour que celui où votre majesté vient dans sa capitale avec son auguste épouse, avec un prince qui sera juste et bon comme Louis XVI. À laquelle Louis XVI répond. Je viens avec plaisir et confiance dans ma bonne ville de Paris. Aux Tuileries plusieurs pièces sont aménagées et l'installation se fait tant bien que mal, on conduit le comte et la comtesse de Provence en leur résidence du Luxembourg. Louis-Charles dira. Comme c'est laid. Ici. Maman. La reine lui répondra. Mon fils, Louis XIV y logeait et s'y trouvait bien. Marie-Antoinette dispose depuis plusieurs années d'un pied-à-terre qui lui servait quand elle venait à Paris. Dans un premier temps, la reine s'installe de manière provisoire, au premier étage du château dans l'ancien appartement de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, puis elle prend ses quartiers de manière définitive dans l'ancien appartement du grand dauphin au rez-de-chaussée donnant sur le jardin. Cet appartement est le plus neuf car il a été occupé jusqu'à l'arrivée de la famille royale par la comtesse de la Marck. Marie-Antoinette fit à la députation du comité de l'Assemblée, qui recherchait les fauteurs des 5 et 6 octobre, cette réponse admirable. Je ne serai jamais délatrice d'aucun de mes sujets. J'ai tout vu, j'ai tout su, et j'ai tout oublié. Marie-Caroline de Naples, la bien-aimée sœur de Marie-Antoinette, dira qu'elle aurait dû mourir lors de ces journées d'octobre pour n'avoir pas à connaître tous les malheurs qui devaient l'attendre. Des femmes du peuple se donnent rendez-vous dans les jardins des Tuileries pour venir complimenter le roi et la reine reconquis par leur bonne ville de Paris. La reine paraît à la fenêtre de son appartement du rez-de-chaussée et ôte les rubans de son chapeau pour les distribuer à ses femmes. En automne 1789, le palais des Tuileries est dans un stade de dégradation avancée, donc très glacial qui n'a pas été chauffé depuis l'enfance de Louis XV.
La famille royale est ramenée de force aux Tuileries et une vie de cour semble s'installer. Marie-Antoinette passe du premier étage au rez-de-chaussée, où elle a son cabinet de toilette, sa chambre à coucher et son salon, contrairement à Versailles où elle avait sa chambre du rez-de-chaussée donnant sur la cour de marbre pour faciliter son repos du fait de sa mauvaise jambe causée par un érysipèle en janvier 1781. Cet appartement est composé d'une salle des gardes, d'une salle des valets de pied, d'une salle des buffets, d'une pièce des nobles servant de salle à manger, d'un salon et enfin d'une chambre. Marie-Antoinette dispose également de plusieurs cabinets aménagés en entresol, dont un boudoir-bibliothèque. L'ancien appartement de la reine est occupé par Marie-Thérèse dite Madame Royale, et son frère, le dauphin Louis-Charles. La princesse dispose donc d'une antichambre, une chambre, un cabinet, un boudoir et plusieurs garde-robes. Louis-Charles dispose d'une salle des gardes, d'une antichambre, d'une pièce des nobles, d'une chambre, de garde-robes et de plusieurs cabinets. Marie-Antoinette s'installe au premier étage, côté jardin, tandis que Madame Élisabeth occupe le rez-de-chaussée du pavillon des Flores. Des meubles sont apportés de Versailles, des cloisons sont ajoutées ou abattues pour aménager les appartements de la famille royale qui vit dans une intimité renforcée et dans l'angoisse. Madame Élisabeth est donc au rez-de-chaussée du côté cour du pavillon de Flores. Mais pendant plusieurs jours, la multitude ne cesse d'encombrer les cours des Tuileries. Son indiscrétion arrive à un point où plusieurs femmes des Halles se permettent de sauter dans l'appartement de la princesse et qui se voient donc contraintes de déménager au premier étage du même pavillon afin d'être à l'abri des regards importuns ou de l'invasion des poissards. Louis XVI habite au-dessus de chez la reine, dans l'appartement désigné, depuis le règne de Louis XIV, appartement du roi. Cet appartement privé, qui communique avec le grand cabinet, se compose de 3 pièces ayant vue sur le jardin, un petit cabinet destiné au premier valet de chambre, la chambre à coucher du souverain et une bibliothèque. Il est ainsi auprès de ses enfants. Le roi dispose également de pièces plus officielles, la salle des 100 Suisses, la salle des gardes, une antichambre, la grande chambre et le cabinet du conseil. Louis XVI prend aussi 3 pièces du rez-de-chaussée, situées dans l'angle du pavillon intermédiaire, entre celui de Flores et celui du centre et dont l'un communique avec le cabinet de toilette de la reine. Cette pièce sera transformée en atelier pour travailler les arts mécaniques et la serrurerie. Ainsi, chaque matin, après avoir donné les premiers instants de son lever à des actes de dévotion, le roi descend par un étroit escalier intérieur, dans son étroit appartement du rez-de-chaussée, inspectant son thermomètre, puis reçoit le bonjour de sa femme et de ses enfants. C'est là qu'il déjeune ensuite, un seul domestique le sert alors, et la reine profite de ce moment pour venir parler avec lui. C'est de là aussi qu'il peut examiner, sans être vu, ce qui se passe dans le jardin, et prêter l'oreille aux propos qui se débitent jusque sous ses fenêtres. Enfin, mesdames, tantes du roi, sont logées dans le pavillon de Marsan, Madame Adélaïde occupe le premier étage, Madame Victoire, le rez-de-chaussée. Le service intérieur de la maison du roi s'organise peu à peu aux Tuileries comme à Versailles, ainsi que celui de Madame Élisabeth et de la princesse de Lamballe. Le roi y a ses heures de réception à son lever et à son coucher pour ceux qui ont eu l'honneur de la présentation, le public le voit quand il passe avec la famille royale pour aller à la messe. La reine a repris dans son intérieur ses habitudes ordinaires et s'occupe beaucoup de l'éducation de Monseigneur le Dauphin et de Madame Royale. Elle accompagne le roi à la messe et dans son salon, 2 fois par semaine, son jeu de loto, où elle admet les dames à qui elle fait l'honneur d'une invitation. Les autres jours, elle descend ordinairement chez Madame de Tourzel, gouvernante des enfants de France avec Monsieur le Dauphin et Madame Royale qui joue avec Mademoiselle Pauline de Tourzel et d'autres damoiselles. La reine joue quelquefois au tric-trac avec la princesse de Lamballe et quelques personnes. Ordinairement elle fait la chouette, signifie jouer tout seul. Elle aime fort la musique, mais il n'y aura pas de concert au château. Elle s'occupe à des ouvrages à l'aiguille et entreprend un grand travail de tapisserie, dont elle distribue à ses dames des morceaux à faire. La princesse de Lamballe a aussi quelques soirées brillantes dans ses appartements de Flores. La reine y assiste quelquefois, mais y reste peu et rentre dans son intérieur, où elle s'entretient avec quelques dames de tout ce qui concerne sa position. Toute la noblesse, restée à Paris, se fait un devoir de se présenter assidûment chez le roi, aussi l'affluence est-elle considérable aux Tuileries. La reine, qui a eu un courage incroyable, commence à être mieux vue par le peuple.
J'espère qu'avec le temps et une conduite soutenue, nous pourrons regagner l'amour des Parisiens qui n'ont été que trompés. Mais les gens de Versailles, monsieur, avez-vous jamais vu une ingratitude plus affreuse? Non? Je crois que le ciel, dans sa colère, a peuplé cette ville de monstres sortis des enfers. Qu'il faudra du temps pour leur faire sentir leur tort. Et si j'étais roi, qu'il m'en faudrait pour croire à leur repentir. Que d'ingrats pour un honnête homme. Croiriez-vous bien, monsieur, que tous nos malheurs, loin de me ramener à Dieu, me donnent un véritable dégoût pour tout ce qui est prière. Demandez au ciel pour moi la grâce de ne pas tout abandonner, demandez aussi que tous les revers de la France fassent rentrer en eux-mêmes ceux qui pourraient y avoir contribué par leur irréligion. Madame Royale fait sa première communion à l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Le matin, Marie-Antoinette conduit sa fille dans la chambre du roi et lui dit: « Ma fille, jetez-vous aux pieds de votre père, et demandez-lui sa bénédiction. » L'enfant se prosterne donc, et son père la relevant lui adresse ces paroles. C'est du fond du cœur, ma fille, que je vous bénis, en demandant au ciel qu'il vous fasse la grâce de bien apprécier la grande action que vous allez faire. Votre cœur est innocent aux yeux de Dieu, vos vœux doivent lui être agréables. Astérisque. Offrez-les lui pour votre mère et pour moi, demandez-lui qu'il m'accorde les grâces nécessaires pour faire le bonheur de ceux sur lesquels il m'a donné l'empire, et que je dois considérer comme mes enfants, demandez-lui qu'il d'aide conserver dans le royaume de la pureté de la religion, et souvenez-vous bien, ma fille, que cette sainte religion est la source du bonheur et notre sentier dans les adversités de la vie. Ne croyez pas que vous en soyez à l'abri, vous êtes bien jeune, mais vous avez déjà vu votre père affligé plus d'une fois. Vous ne savez pas, ma fille, à quoi la Providence vous destine, si vous resterez dans ce royaume, ou si vous irez en habiter un autre. Dans quelque lieu où la main de Dieu vous pose, souvenez-vous que vous devrez édifier par vos exemples, faire le bien toutes les fois que vous en trouverez l'occasion. Mais surtout, mon enfant, soulagez les malheureux de tout votre pouvoir. Dieu ne nous a fait naître dans le rang où nous sommes que pour travailler à leur bonheur, et les consoler dans les peines. Allez aux hôtels où vous êtes attendus, et conjurez Dieu de miséricorde de ne vous laisser oublier jamais les avis d'un père tendre. La famille royale passe l'été au château de Saint-Cloud. La chambre à coucher de la reine aux Tuileries est entièrement refaite, de façon luxueuse. Les murs sont entièrement recouverts d'un pékin bleu et argent. Le lit et les chaises, dont la dorure est restaurée, proviennent du mobilier destiné à la chambre du roi de Suède Gustave III à Versailles.